Bonjour, bonjour. Tout le monde est là? Alors, accessibilité et utilisabilité, astuces d'intégrateur pour web designer. Alors, je m'appelle Véronique Lapierre, je suis intégratrice freelance depuis 2007 et je fais aussi de l'accompagnement de projet, de l'architecture de contenu et de la gestion de projet également. Alors, petit préambule, tout d'abord, à qui s'adresse cette présentation? Alors, principalement aux concepteurs, aux graphistes, aux architectes de l'information et aux UX designers. Tout ça pour vous dire qu'on ne va pas parler de code et qu'on va vraiment parler de conception. Les designers interactifs ont une définition qui me convient assez bien. Le design interactif, c'est l'activité créatrice dédiée à la conception des produits et des services numériques. Et bien, c'est justement de ça qu'il s'agit, la conception. Alors, pourquoi se préoccuper d'accessibilité? En France, quand on parle d'accessibilité, et pas qu'en France d'ailleurs, on entend souvent l'accessibilité, c'est pour les personnes handicapées. Oui. C'est pour les aveugles, oui, mais pas que. Alors oui, bien sûr, c'est pour les handicapés, c'est pour les aveugles, ils en ont besoin. Il y a des développements particuliers à faire pour les gens qui utilisent notamment des assistances, des outils d'assistance. Mais en fait, l'accessibilité, elle concerne tous vos utilisateurs. Et quand je dis tous vos utilisateurs, c'est ceux pour qui c'est indispensable et ceux pour qui c'est simplement utile. Alors, vos utilisateurs, justement, vos utilisateurs, vous ne les connaissez pas bien. Même si vous faites des tests utilisateurs préalables, même si vous avez des gigaoctets de données sur qui fait quoi sur le site que vous êtes en train de refondre, qui clique où, qui va où, qui rentre où, qui sort où, vous ne les connaissez pas bien quand même, parce que potentiellement, vos utilisateurs, ils font partie des 8% de daltoniens dans la population masculine, soit 2 670 000 personnes en France, ça commence à faire. 20 millions de presbytes, ce n'est pas une maladie, hein, c'est quand on a besoin de lunettes pour voir de près. 700 000 de plus par an. Et puis 6 à 8% aussi, ça dépend des études, de personnes qui souffrent de troubles cognitifs. Alors les troubles cognitifs, ça peut être la dyslexie, la dyspraxie, les troubles de l'attention, enfin des tas de choses qui peuvent perturber l'utilisation d'un site qui n'est pas conçu accessible. Alors ça fait du monde, mais il y a aussi une population vieillissante qui est un tout petit peu moins habile, un tout petit peu moins précise dans le geste, et puis qui a surtout une culture numérique qui est moindre et qui n'a pas de réflexe sur le web. Et puis vous avez aussi des jeunes adultes hyper connectés, mais accidentés, et puis là, il va falloir naviguer au clavier. Bon courage. Des gens fatigués, qui ont du mal à se concentrer simplement, et qu'une mauvaise architecture peut perturber. Et puis des utilisateurs qui ne savent pas qu'on peut revenir à la page d'accueil en cliquant sur le logo. Il y en a. Alors, l'accessibilité, c'est du ressort du développeur et de l'intégrateur. Oui, c'est du ressort du développeur et de l'intégrateur. Entre autres, c'est aussi du ressort du chef de projet, c'est aussi du ressort du web designer. En gros, c'est du ressort de toutes les gens qui travaillent dans le web. Parce que l'intégrateur et le développeur, très souvent, ils arrivent un peu tard. Et comme l'a si bien dit Laurent Denis, qui est expert accessibilité chez Temesis, on ne corrige pas en matière d'accessibilité, on conçoit accessible. Corriger, c'est trop tard déjà. Le web designer a un rôle fondamental en matière d'accessibilité numérique. Ce qui n'est pas présenté ni validé en amont par le client peut simplement être refusé. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du visuel et il ne faut pas négliger ça du tout. Alors je vais vous donner quelques pistes, pas toutes, vraiment c'est un début. Après je vous donnerai des pistes pour aller plus loin. Alors par où commencer? Alors, quelques points fondamentaux, hein, les couleurs, les textes et les éléments interactifs ou zones réactives. Je vous demande une seconde pour que je boive un peu parce que... Ah, mieux. Alors, le contraste en premier lieu. Alors, on en a parlé, on en a reparlé, mais alors là, depuis quelques mois, quelques années, mais quelques mois surtout,
On a un vrai déficit de contraste sur le web, c'est terrible. Et alors je vous invite à lire ce texte de Kevin Marks, c'est un billet qu'il a publié il y a quelque temps, où il pointe à quel point il peut être difficile pour des gens qui ont un tout petit problème de vue, pas grand-chose, d'accéder à la plupart des contenus du web. Donc, respecter si possible un ratio minimum de 3:1 à partir de 24 pixels et de 4,5 pour 1 pour une taille de police inférieure. Quand je vous dis 3:1, ça par exemple c'est 2,84. Ça, il y a plein de gens qui ne voient pas le texte là. Et là, on est à 4,51. C'est pas non plus hyper flashy. À titre d'info, du noir sur blanc, c'est 21:1. Donc on a encore de la marge. N'hésitez pas à aller jusqu'à 7 parce que c'est ce que recommandent Apple et Google dans leurs derniers guidelines, mais ils s'occupent beaucoup d'accessibilité depuis quelques temps, donc c'est bien. Donc, comment on calcule ça? Parce que c'est bien de savoir qu'il faut faire un ratio, mais comment on le trouve? Alors, il y a des petits outils pour ça. J'en ai sélectionné 2, mais il y en a plein. Color Contrast Checker. Donc ça, c'est très simple. Vous rentrez votre couleur de texte, votre couleur de fond. Ça vous donne le ratio entre les deux. Et puis, ça vous dit si ça passe les VCAC2, les VCAC3 en plus. C'est bien. Et il y en a un autre que j'aime bien aussi, parce qu'il n'y a pas que des aplats de couleurs dans la vie. Des fois, on a des images. Et celui-là, il sert à tester des textes éventuellement sur des images, donc avec plusieurs couleurs, des dégradés et tout ça. Et quand on arrive sur le site, on a ça comme image et comme vous le voyez, ça passe pas bien partout. Alors, la couleur c'est bien, mais la couleur, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour créer une alerte. Une couleur rouge ne suffit pas pour créer une alerte et une couleur verte ne suffit pas pour créer une validation. Alors, j'ai pris cet exemple sur le Google Material Design. C'est assez intéressant. Vous voyez un texte AREA, là, qui est simplement contraint à 120 caractères. On arrive à un peu plus. On vous dit, oulala, vous pouvez plus rien saisir, c'est trop tard. Dans l'exemple à droite, on a quoi? On a une ligne rouge. Bon, très bien. Dans l'exemple à gauche, on a un texte et une ligne rouge. Le texte vous dit attention, attention, vous avez dépassé le nombre de caractères. Alors, c'est quand même beaucoup plus intéressant parce que d'une part, si on n'a que la ligne rouge, si on ne voit pas bien les couleurs, on ne voit pas la ligne rouge. Et même si on voit les couleurs, on ne sait pas quelle erreur on est en train de faire, on ne sait pas pourquoi on l'a fait et on ne sait pas ce qu'on peut faire pour réparer. Donc, n'hésitez pas à mettre du texte aussi quand vous matérialisez des erreurs. Et surtout, pensez-y pour les formulaires. Le tour rouge autour du champ qui est mal rempli, ça ne suffit pas. Il faut vraiment signaler quelle est l'erreur et qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, un moyen de tester si vos designs passent pas uniquement par la couleur, c'est de les passer en noir et blanc. Et là, on voit très bien qu'entre la barre rouge et la barre rouge, on ne voit pas la différence, sauf qu'en noir et blanc, on ne sait pas que c'est une barre rouge. Et puis, si on n'a pas le texte do not, entre le vert et le rouge, on ne voit pas beaucoup de différence non plus. Les textes. Alors, essayez de veiller à avoir une taille de texte suffisante, une taille de police suffisante. Bon, on n'a pas trop de problèmes en ce moment parce que la tendance est plutôt 16, 18 pixels, donc c'est bien, on est content, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On va peut-être retourner à 7 d'ici quelques temps. Donc, surveillez vos textes et puis surtout, pensez à une chose, c'est qu'ils peuvent s'agrandir et qu'il y a plein de gens qui augmentent la taille de la police dans leur navigateur jusqu'à 100 voire 200%. Alors, 200%, c'est beaucoup. Et puis, dans les fontes qu'on télécharge, que ce soit sur Typekit, sur Google, peu importe, il y en a qui sont très, très jolis en 16. Et puis, quand vous les passez en 32, ça bave. C'est affreux. Et c'est presque moins lisible que plus petit. Donc, testez-les. Puis, testez-les dans les navigateurs, s'il vous plaît. Pas dans Photoshop. Et puis, dans tous les navigateurs. Enfin, dans au moins 3 ou 4, quoi. De façon à avoir une idée de ce que ça va pouvoir rendre. On a parfois des surprises et parfois assez désagréables. Alors, soignez vos libellés aussi. C'est un petit cheval de bataille personnel, je le reconnais, mais les lire la suite et en savoir plus sont les nouveaux cliquez ici. Alors, plus personne n'emploie cliquer ici, parce qu'on vous l'a dit, on l'a répété, on nous l'a redit, c'est pas bien, cliquez ici. Donc maintenant, on a en savoir plus. Ouais, super.
Quand vous en avez 40 sur la même page et que vous êtes un lecteur d'écran, eh ben, vous ne savez pas de quoi vous lisez la suite. Donc, ce n'est pas super. Alors, les développeurs et les intégrateurs ont des techniques qui cachent du texte dans le code pour les lecteurs d'écran. Mais si on pouvait éviter de passer notre temps à cacher des trucs utiles, ça serait bien quand même. Donc, essayez de faire des libellés compréhensibles du genre lire la suite de cette présentation sur l'accessibilité et l'utilisabilité. Alors, je sais que pour des textes qui sont très longs, ça peut être problématique, mais il y a plein de cas où ça passe vraiment bien. Excusez-moi. Alors, la navigation clavier. Ah, tout un programme. Alors, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, quand vous naviguez au clavier et que vous arrivez sur un élément qui est interactif, une zone active, cette zone prend le focus clavier. Et ce focus clavier, il est matérialisé suivant les navigateurs de façon différente par défaut. Par défaut, par exemple, sur WebKit, donc, il est matérialisé comme ça, c'est une espèce de halo bleu. Sur Firefox, c'est des pointillés qui reprennent par défaut la couleur du lien. Donc normalement, ça marche, puisque si on voit le lien sur le fond, on devrait aussi voir les pointillés. Donc c'est bien, on sait où on est. On peut aussi styler ça. Pour cette présentation, j'ai fait ça. Si vous naviguez au clavier, vous allez vous retrouver avec du vert, parce que j'ai mis du vert. Bon, voilà. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et quand je dis beaucoup plus loin, on peut aller jusque-là même. C'est pas gênant. Il y a un truc, c'est pas de votre faute, c'est de la faute des intégrateurs et des développeurs. Il y a une toute petite ligne de code qui s'appelle .focus outline 0. Alors ça revient à réduire le focus du navigateur par défaut à néon. Donc si derrière, il n'y a pas un autre style qui est appliqué, on ne sait pas où on est quand on tabule et qu'on navigue au clavier. Et ça, c'est un peu compliqué du coup pour naviguer au clavier. Donc, ce que je vous propose, c'est vous de le prévoir, puisque c'est stylable, allez-y, faites quelque chose qui est en accord avec la charte graphique, et puis comme ça sera sur la maquette, comme ça tout le monde le verra, l'intégrateur n'oubliera pas, et puis le client ne dira pas c'est quoi ce gros truc bleu là quand les gens cliquent sur le clavier. Alors, la navigation dans l'arborescence, aidez Thésée à sortir du labyrinthe et puis vos utilisateurs aussi à retrouver la page d'accueil tout à l'heure qui ne savaient pas cliquer sur le logo. Réserver un emplacement au fil d'Ariane. Alors, ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais si vous saviez le nombre de sites Internet sur lesquels il n'y a pas de fil d'Ariane. Alors, quand c'est du contenu, vraiment, c'est vraiment embêtant. Donc, c'est simple, un fil d'Ariane, c'est accueil rubrique, sous-rubrique, page où on est. Ça peut être aussi sous-rubrique, sous-sous-rubrique, sous-sous-sous-rubrique, sous... Prévoyez qu'il peut passer sur 2 lignes, ça arrive des fois. Voilà, ça n'a pas besoin d'être énorme, ça n'a pas besoin d'être hyper stylé. C'est vraiment quelque chose d'utile, de pratique, mais vous pouvez le styler si vous voulez. L'important, c'est qu'il y soit et il est vraiment très utile. Et puis, plutôt que de remonter dans un menu déroulant où il y a 272 items, c'est mieux. Alors, les zones réactives. Les zones réactives, c'est les boutons, les cases à cocher, les liens, etc. Alors, ils doivent être suffisamment grands et espacés. Tout le monde y pense sur mobile. Sur mobile, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Donc, tout le monde pense à faire des gros boutons, à laisser suffisamment de place pour les doigts. Mais ça marche aussi sur les écrans plus grands. Parce que sur les écrans plus grands, il y a des gens qui ont un tout petit peu de mal à être très, très précis avec une souris. Donc, n'hésitez pas à faire des zones cliquables un peu plus larges. Derrière, les développeurs, les intégrateurs peuvent aussi, eux, agrandir les zones cliquables de façon factice, dirons-nous. Le seul problème, c'est que s'ils mangent sur une autre zone cliquable, ils ne vont pas pouvoir le faire. Donc, prévoyez de l'espace au moins entre 2 zones cliquables pour qu'on puisse éventuellement, nous, créer une zone cliquable un peu plus large que ce qu'elle n'est vraiment. Par exemple, c'est les cases à cocher, typiquement, qui sont minuscules. Donc, bon, on dit qu'il faut prévoir une taille minimum de 9,9 mm, ce qui ne veut pas dire grand-chose sur le web. Donc, approximativement, ça fait 26 points, 35 pixels, 2.2 EM.
ces histoires de conversion, il faudrait une conférence entière pour en parler, donc on reviendra une autre fois. Alors, les carousels et les trucs qui bougent. Alors ça, les carousels, le web, on est plein. C'est un vrai bonheur. Ça défile, ça défile, ça défile. On peut rien lire, c'est super. Donc bon, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Donc prévoyez un bouton pause et play sur vos slideshows à défilement automatique. S'il vous plaît, mettez-le sur la maquette, maquettez-le, comme ça il ne surprendra personne. Le client ne dira pas c'est quoi ce bouton pause, là il n'était pas sur la maquette. Et puis vos utilisateurs vous remercieront parce que je peux vous assurer que pour un lecteur d'écran, c'est un enfer sur Terre, un slideshow qu'on ne peut pas arrêter. Parce qu'il vous défile, vous ne pouvez pas descendre dans la page, ouf, il vous ramène à la slide précédente. Donc mettez-les et puis comme ça les développeurs n'auront pas d'excuses pour ne pas les mettre parce que ce sera... voilà. Alors, allez plus loin, parce que là, vraiment, on a vu 2-3 petits trucs, mais il y en a plein d'autres. Alors, il y a des ressources en ligne, des livres papier, des formations, des outils en ligne. Dans les ressources en ligne, il y a les notices accès de web qui sont extrêmement bien faites de sociétés à talent, et notamment une qui vous concerne particulièrement, qui est la notice d'accessibilité pour la conception fonctionnelle et graphique. Enfin, quand je dis qui concerne le web design et la conception. Je vous ai pris un exemple d'un sujet dont je n'ai pas parlé, qui est la justification du texte, qui est aussi très perturbante pour beaucoup de gens, parce que ça veut dire des espacements complètement irréguliers entre les mots, et du coup, les dyslexiques, par exemple, tous les gens qui ont des problèmes de lecture, pour eux, ça devient incompréhensible. Donc, évitez de faire ça. Il y a plein de fiches comme ça. Elles sont vraiment très, très pratiques, bien faites. Et puis, c'est assez ludique. Il y a aussi l'écosystème Opquast, la société Témésis. Alors, eux, ils font vraiment un boulot phénoménal sur la qualité web. Et qui dit qualité, dit accessibilité aussi. Alors, il y a des checklists, un livre qualité web, une certification. Les checklists, je vous ai mis 2 exemples là, la qualité web et le web mobile. Il y a 226 critères dans un cas, 26 dans un autre. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le web design et la conception. Il y a des choses sur le SEO, il y a des critères sur les performances, il y a des critères sur tout. Quoi qu'il en soit, ça peut être intéressant pour tous les professionnels du web. C'est toujours bon de savoir ce que fait son voisin. Le livre qualité web, tiens, je vais vous montrer. Alors celui-là, si vous ne l'avez pas, procurez-vous-le vite. Non, c'est un bouquin phénoménal que tous les professionnels du web devraient avoir parce que vraiment, ça se lit comme un roman. Il y a la version numérique qui existe aussi si vous ne voulez pas vous encombrer d'un gros pavé comme ça. Mais vraiment, c'est plein de ressources utiles sur les bonnes pratiques, surtout en toute matière, en matière de qualité principalement. Alors, vous avez aussi les VCAG. Alors, les VCAG, c'est le standard international du W3C concernant l'accessibilité. Donc, les règles pour l'accessibilité des contenus web, c'est un tout petit peu moins sexy tout de suite. Alors, si vous voulez commencez peut-être par les 2 autres et puis allez voir les VCAG après pour vérifier que vous avez tout bien compris. Non, mais en plus, il y a une traduction française. Moi, ce que je vous ai mis, c'est la traduction qui est emmenée par Sylvie Duchâteau, qui fait un super boulot aussi. N'hésitez pas à aller les consulter. C'est pareil, c'est des petits trucs. C'est pas très, très compliqué. Alors ailleurs en anglais, il y a une très bonne initiative du service numérique du gouvernement britannique, les Do's and Don'ts on Designing for Accessibility. C'est des posters comme ça, c'est des petites infographies. Il y en a 6, imprimez-les, affichez-les au-dessus de votre bureau. Il y a 5 critères par poster et vraiment c'est joli déjà, c'est bien. Ce qui est pas courant. Et puis en plus, vraiment, c'est pratique. C'est do, don't. Donc, c'est des petits rappels comme ça. Mettez-les au-dessus de votre bureau, c'est bien.
Les autres outils et ressources, donc il y a une liste d'outils pour test et conception qui est proposée par la société Atalante, dont j'ai tiré les deux contrast checkers, et vous avez plein d'autres outils qui sont très intéressants. Une mine de liens utiles, la semaine en pixels sur le blog de Stéphanie Walter. Ça ne parle pas que d'accessibilité, mais c'est des ressources et des liens concernant le web design. Elle donne une conf demain, allez-y parce que vraiment ça va être bien. Et puis les critères incontournables pour la conception qui font partie des recommandations accessibilité web d'Orange, ils ont mis ça à disposition et c'est plutôt une bonne initiative. Ils reprennent un peu les mêmes points, mais c'est assez bien foutu. Donc tous les trucs soulignés sont des liens. Hein, et mes slides sont accessibles sur web-etc.net/A11Y. Vous pourrez les retrouver. Il y aura bientôt une transcription aussi. Ben voilà, cette présentation est terminée. Merci.